jour. Ah oui, Ah, c'est pas grave. Et on peut mettre OK. Vous voyez, professeur, si en haut oui, vous ah, oui, avez oui, cette oui, réunion est oui. enregistrée, on met OK. OK, oui, OK. C'est tout. C'est tout. Voilà, Voilà, OK. bon, il y a déjà 20 personnes. Voilà, bonjour à tous et à tous, parce que eux nous voient dès qu'ils arrivent. euh, qui sortent. Voilà. Est-ce qu'on peut vous demander, chers amis, de couper vos vidéos et vos micros? Parce qu'on a un petit problème technique, un problème d'électricité, et donc on diffuse avec comment, un téléphone mobile. Donc, est-ce que vous pouvez arrêter vos vidéos? C'est pour ne pas prendre trop d'énergie du système. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Voilà, je salue Monsieur le maire de Maison Lafitte que je viens de voir passer. Et puis, voilà, on devrait s'en tirer. Écoutez, il est 6 heures à l'allemande, 18 heures, heure de Paris. Je pense que nous allons commencer comme à chaque fois parce que le temps nous est compté et qu'on a beaucoup de choses à entendre de la part de mon invité d'aujourd'hui, qui est le professeur Marcel Bazin, qui est professeur honoraire de géographie à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. Et Marcel Bazin est un nom qui est connu dans le monde académique, en Iran tout particulièrement, parce que après des études de géographie à la Sorbonne, le professeur va s'intéresser au Moyen-Orient. Il va apprendre le turc, le persan à l'INALCO, donc aux langues orientales. Il sera pensionnaire de notre Institut français de recherche pour son 3e cycle, qui est consacré à cette ville de pèlerinage qu'on appelle le Vatican des chiites, qui est la ville de Rome, au sud de Téhéran, ce centre de pèlerinage. Et puis, pour son doctorat, le professeur Bazin va s'intéresser plus particulièrement aux régions dites du littoral caspien. On va revenir sur tout ça. Nommé à l'université de Nancy 2, il se retrouvera ensuite à Reims, puisque c'est là où il terminera d'ailleurs sa carrière universitaire. Et fort de ses très nombreuses missions en Iran, des missions aussi bien de géographie rurale que d'ethnologie, peut-on dire, eh bien, dans mon environnement, j'étais convaincu que si on devait parler de la mosaïque culturelle que constitue l'Iran, et vous allez le comprendre au bout de cette heure d'entretien de Goftégou en persan avec le professeur, c'était la personne pour moi la mieux placée pour nous faire comprendre, on va dire, toutes ces particularismes. C'est propre à l'Iran dans tous les domaines, mais dans celui de la culture, on va le voir grâce au professeur et à ses connaissances de terrain. Donc, professeur, bonjour et merci Bonjour. de nous consacrer donc votre temps pendant cette heure de Goftégou consacrée donc à la mosaïque culturelle de l'Iran, ethnie et région. Donc, je vais vous poser tout de suite une première question. Quand on aborde le fait ethnique, comme vous l'avez fait, quelles sont les composantes qui vont vous guider dans cette recherche? Alors, il y a trois, trois composantes essentielles, hein. C'est la langue, quelle langue parlent les groupes et avec différentes familles, les religions et certains éléments aussi d'organisation sociale qui peuvent se différencier, et la répartition géographique est très contrastée. Je pense que vous avez maintenant, j'espère, la carte Oui, avec justement les langues. C'est la première carte et elle est empruntée à l'Atlas d'Iran qui a été préparé par une collaboration euh, franco-iranienne. Cet Atlas d'Iran-là que vous avez peut-être vu les uns et les autres, hein. Hmm. Et on a donc là, Bah, c'est euh, base, hein. oui, oui,
Attendez, est-ce que, Oui, pardon, certaines oui, personnes n'ont pas fermé leur micro? On oui, entend vos conversations. Est-ce oui. que c'est Ah bon. possible que chacun et chacune Moi, veille à ce que les bon. micros soient bien fermés? Merci. Je vous en prie, Oui, professeur. donc là sur la carte, vous voyez hein, la tache violette qui entoure les déserts centraux, c'est le persan. Et la- le persan est la langue maternelle, hein, domestique de la moitié de la population à peu près. Mais il y a d'autres langues iraniennes, les langues au nord du bassin caspien, Mazanderani, Gilaki, Taaleshi et dans l'intérieur Tati. Au nord-ouest, on a le kurde, plus une petite tache de Kurdes installés, transférés par les Abbassides vers la frontière turkmène. On a le lori et ses variantes le long du Zagros. On a le baloutche au sud-est. Ici, le baloutche. Ah, pardon. Et puis, vous avez autre famille des langues, les langues turques, présentes au nord-ouest, c'est le turc azéri, présent de part et d'autre de la frontière de l'Azerbaïdjan. Au nord-est, c'est le turkmène. Et un certain nombre de tribus du Zagros sont aussi des tribus turcophones. Ici, Et puis, une langue sémitique, l'arabe, est parlée dans la plaine du Khouzestan. Ça concerne un très petit là, effectif. par là. Je revenais un instant peut-être alors sur la diapo suivante, où, voilà, qui montre là la place du persan hein, en orange, avec du persan de Perse, et puis le persan dari, celui qu'on parle dans une partie de l'Afghanistan, à Kaboul, et le Là, persan tadjiki du Tadjikistan. Et vous voyez qu'il est pris entre d'autres groupes. À l'ouest, le kurde qui s'étend sur 4 pays. À l'est, le pashto à cheval sur l'Afghanistan et débordant un peu sur le Pakistan. Même chose pour le baloutche dans les pour le baloutche. Baloutchistan. Hein. Voilà, le Et baloutche ici. on voit bien la position centrale du persan par rapport aux autres langues iraniennes, mais qui gravitent tout autour d'elle. Oui. Suivante, s'il vous plaît. Alors, les religions, euh, la carte des religions, vous le voyez, est moins bariolée. Le vert de l'islam y domine presque intégralement. Et d'abord, le chiisme duodécimain, hein, des 12 imams, avec le vert vif. Hein. Et on a des taches de vert plus foncé qui montrent de l'islam sunnite. Il est en général dans des positions frontalières et prolongé dans les pays voisins par des gens parlant à la fois la même langue et pratiquant le sunnisme. Mais parfois, les Kurdes, par exemple, ceux qui sont tout à fait au nord sont sunnites et ceux qui sont un peu plus au sud, hein, dans la province de Kermanshah, sont chiites. Euh, les, on a aussi alors des religions antérieures à l'islam, elles survivent, mais on n'a pas pu les montrer de façon lisible sur la carte, car elles sont essentiellement en îlot urbain. Il y a le judaïsme, le christianisme avec des Arméniens et au nord-ouest ceux qu'on appelle des Assyro-Chaldéens, et les Zoroastriens à Yazd et à Kerman, surtout, plus à Téhéran, mais dans un fait assez intéressant, c'est que les Zoroastriens d'Inde ont construit un quartier, Tehran Pass, dans la ville de Téhéran, hein, qui a accueilli dans la capitale donc des Zoroastriens, soit restés en Iran, soit éventuellement venus de l'Inde. Et il y a enfin les Bahaïs. Là aussi, ils ne figurent pas sur la carte et ils figurent peut-être d'autant moins sur la carte que Oui, ça ne serait pas un service à leur rendre puisqu'ils sont plutôt c'est vrai. Interdit. pourchassés ou en tout Ah, cas non reconnus
bien que interdit. dérivé au cours du 19e siècle de l'islam. Ouais. Voilà. Alors, dernier aspect, c'est l'organisation sociale et qui correspond aussi à des modes d'implantation territoriale variés. On a des groupes nomades, les plus nombreux hein, sont organisés en grandes tribus. Le nom de île désigne ces grandes tribus, divisées ensuite en sous-unités, des clans, des fractions, Taïfé ou Tiré, et ils réunissent plusieurs lignages. On peut ainsi avoir tout à fait au nord les chats savanes, ceux qui aiment le chat, hein. C'est-à-dire que les Abbassides ont aidé à leur euh, comment, identification. Les Bartiyari, peut-être les mieux connus, mais aussi les Rashraï voisins de Bartiyari plus au sud-est, les Afshars. Il y a par ailleurs ce qu'on appelle des ethnies tribales hein, qui ont une même culture, qui se reconnaissent aussi avec euh, des clans ou des généalogies, mais sans avoir une organisation aussi euh, ferme et emboîtée. C'est les Lors dans le Lorestan, ce sont les Kurdes, une bonne partie des Kurdes, des Turkmènes ou des Baloutches. Il y a même eu, ça c'est la façon dont la pratique est venue inférer sur l'identité, des confédérations. Il y en a une qui s'appelle le Khamsé hein, dans le Fars. Khamsé, on reconnaît le mot arabe, hein, Khams, et il réunit 5 tribus, 3 turcophones, une persanophone et une arabophone, mais qui s'entendent ensemble pour occuper un certain espace en évitant que leurs voisins, si j'ose dire, leur marchent sur les pieds ou sur les pattes de leurs chameaux hybrides. Et puis, il y a évidemment, en majorité, des populations sédentaires ou avec des déplacements pastoraux limités et familiaux qui, eux, n'ont pas constitué de telles unités spécifiques. Bien. Alors, Alors, tout ceci va amener maintenant, et là c'est le géographe qui parle, à euh, faire une espèce de promenade à travers le pays en voyant la variété de ses configurations régionales. Le attendez, centre, excusez-moi, oui, allez-y, professeur, allez-y, professeur, je, je vous en prie. Oui, excusez-moi, oui, je non, refais oui, mon monsieur le message. président, oui, Il y a de nouvelles oui, personnes qui arrivent. On aimerait que oui. vous puissiez couper vos vidéos, s'il vous plaît, parce qu'on a un faible réseau au départ. Ça serait très aimable si vous pouviez fermer vos vidéos. Merci beaucoup, messieurs, dames. Allez-y, professeur. Oui, Reprenez, s'il vous oui, plaît, oui. par rapport à Peut-être ce. qu'à la fin, on arrivera peut-être à se voir, hein, mais pour l'instant, c'est Voilà. ainsi. Oui. Donc, effectivement, hein, j'ai d'abord considéré comme le centre, ça apparaissait d'ailleurs sur la carte linguistique au départ, ceux qui parlent le persan en langue maternelle, puisque la quasi-totalité des Iraniens sont aussi persanophones, mais en seconde langue, voire en troisième langue. Mais l'espace central, il est le plus étendu du pays, même s'il est en même temps plein de vides, hein, puisqu'il y a toute la série de déserts, hein, depuis les Dasht-e-Kavir jusqu'au Lut, tout à fait à l'est. Et sur la périphérie de ces déserts, on a le peuplement persan hein, dans, euh, euh, dans ces aires désertiques. Et ici, l'agriculture repose sur quelques cours d'eau intérieurs. On peut éviter, par exemple, évoquer le Zayan Derud, hein, avec ce beau nom, c'est le fleuve qui donne la vie et qui est à l'origine de l'oasis d'Isfahan. Dans la région de Rome, là où j'ai travaillé, voici une carte extraite hein, de mon travail que j'avais fait de thèse, où
les points noirs, là, dessinent une ligne. Ce sont des villages qui sont irrigués, et puis la ville de Rome elle-même aussi, à partir de dérivation de cette rivière de Rome qui se perd ensuite très près de là au nord dans une grande dépression salée. Il y a d'autres, de part et d'autre, au contraire, c'est un procédé beaucoup plus généralisé dans ces aires persanes et qui est peut-être né d'ailleurs d'une période ancienne de l'activité minière, mais ce sont les galeries drainantes souterraines, hein, les qanat ou karez, les deux mots sont utilisés, et qui ramènent donc à la surface du sol des nappes qui sont sur les positions de piémont. Hein, la- les- le grand nombre de chaînes montagneuses dans ces déserts fait que se répètent ces Ah, positions où vous avez comment- euh, ces galeries et qui amènent régulièrement. Alors, elles sont aujourd'hui de plus en plus complétées et parfois remplacées par des puits profonds. C'est pas toujours idéal d'ailleurs parce que certains, euh, euh, notre ami géographe Eckhart Ehlers a pu parler d'oasis moribondes dans certains secteurs où les pompages électriques avaient diminué finalement le niveau des nappes. Oui, la suivante. Alors, du côté de l'Azerbaïdjan, le peuplement azéri, il est un peu mieux loti, puisque là, on a un climat semi-aride, hein. On a en- entre 200 et 400 millimètres de précipitations. oui, c'est Et donc, beaucoup. par exemple, vous voyez, on a là des champs de céréales, ici après la moisson, donc on a les chaumes, là aussi en position de piémont. Et où je montre aussi un village de la plaine d'Ardabil avec une architecture de maisons en briques crues et avec des toits en terrasse. Et dans ce cas précis, ces toits en terrasse servent aussi à sécher pour les uns du foin et pour d'autres Tomates, des fruits, hein, et tomates, oui, oui. montrent les les vergers aussi qui entourent ce village, et puis plus loin, la plaine un peu dénudée qui s'étend en direction d'Ardabil. Et alors, dans ce centre persan et azéri, eh bien, les paysans, eux aussi, étaient au départ nombreux, mais dès le départ aussi, les villes euh, comptaient, étaient tout à fait significatives. Déjà, les capitales successives du pays à partir du XVIe siècle appartiennent toutes à cet ensemble-là. On a au départ Tabriz, une campagne de Soliman le Magnifique qui a mordu sur le territoire de la Perse, les a fait se réfugier un peu plus loin, d'abord à Ghazvin et un peu plus tard à Ispahan, hein, Esfahan, qui a connu Ah, vraiment la période ah, de splendeur, hein, de euh, la dynastie abbasside. Euh, les, les Esfahanis disaient d'ailleurs carrément Esfahan Nesfe Jahan, hein, c'est-à-dire qu'Ispahan, c'est la moitié du monde. Et pourtant, cette moitié du monde, eh ben, elle a été aussi abandonnée. Au XVIIIe siècle, il y a eu d'abord les Andes là, qui étaient installés, eux, à Shiraz, et finalement, les Qajars se sont installés, eux, à Téhéran, et qui est resté ensuite, le, au, au XXe siècle, quand la dynastie Pahlavi a succédé aux Qajars, est restée la capitale. On a aussi les deux capitales, si l'on peut dire, enfin les deux grandes villes religieuses. La ville de Mashhad avec le tombeau du huitième imam des chiites, l'imam Reza, et Rome avec la tombe de Fatima al-Massoumeh, sa sœur, qui venait le rejoindre en venant de l'Irak et était décédée à cet endroit-là. Hein. Et ces deux villes, donc, ont un rôle très important avec les deux sanctuaires sont objets de pèlerinage, hein, tout à fait considérable, et en même temps, ce sont aussi les lieux de formation des religieux. Et
euh, dans la période des années 60-70, Machhad apparaissait plus comme la formation sous la forte influence de l'État, tandis que Rome restait plus marqué, hein, et de un grand nombre. On peut aussi remarquer d'ailleurs qu'au-delà de cela, il y a aussi toute une série de dignitaires de l'Église, pardon, de l'Église chiite, si j'ose dire, enfin du chiisme, qui ont des noms faisant allusion à des agglomérations très modestes. Khomeini, hein, Khomein, c'est une petite ville qui est dans la Ah, région ici, d'Arak. voilà. De même, Khamenei, c'est un bourg euh, azerbaïdjanais qui se trouve un peu à l'ouest de Tabriz et d'où enfin, le grand-père du guide actuel était effectivement dans cette région. Et on a encore d'autres noms comme le juge Khalkhali, celui Rafsanjani qui fut un certain temps Sanchani, Premier ministre, de Talleyrand, etc. Donc, oui, une implantation, finalement, hein, on a des très grandes villes, et y compris pour la formation des chiites, mais en même temps une certaine diffusion dans le milieu rural. Et alors, à côté de ces villes vraiment les plus importantes et célèbres, on peut en compter une quinzaine, peut-être d'autres, et toutes ces villes ont une forte influence sur l'espace rural. Par exemple, une part importante des terres est possédée par des habitants de ces villes. Ce sont aussi leurs centres commerciaux. C'est le lieu d'artisanat. Quand on dit les tapis de Rome, hein, ou les tapis de Kerman, hein, ce sont des tapis qui peuvent être cités dans la ville elle-même, mais aussi dans une aire très vaste où des gens qu'on pourrait comparer aux fabricants de la soierie lyonnaise qui donnaient du travail, hein, en Ardèche pour une des étapes de la fabrication. Et bien là, moi j'ai vu tout autour de Rome, hein, de nombreuses familles qui travaillaient, mais les tapis ensuite étaient commercialisés dans les marchés urbains. oui, oui. Oui. C'est encore. Ah, alors, hop, Alors là, c'est une diapositive que j'ai ajoutée cet été, là, pendant même que je travaillais là-dessus, parce que je venais de recevoir un très beau livre, là, Jardin persan, une traversée architecturale et philosophique de Gaëtan Lamarche Vadel, et elle souligne, hein, elle décrit un paysage emblématique, le jardin persan. Imaginez, alors ici, c'est les deux euh, perpendiculaires du jardin de Fines à Kashan, Cauchemar, cauchemar. que j'avais vu à l'été 69 pour m'évader un peu de Rome. Et on a un rectangle avec deux axes avec des canaux. Le tout est fermé et on a tantôt un bassin et parfois aussi un pavillon en position centrale. Et ceci se trouve donc essentiellement dans l'espace persan. Quand les Safavides eux-mêmes étaient à Tabriz, il y a eu quelques jardins de ce côté-là. Et je l'évoquais, hein, les deux jardins qu'on trouve plus loin, au nord, Farabad et Abbasabad, ils sont dans le Mazanderan, et c'était des résidences d'été, hein, des souverains qui avaient ajouté cet annexe ressemblant au modèle qu'ils avaient développé dans l'intérieur. Ce qui nous mène vers la mer Caspienne. Nous voilà. Voilà, donc, deuxième domaine, tout à fait à part, l'Iran caspien. Vous voyez, plusieurs cartes qui, dans tous les cas, montrent son individualité, hein, une carte de précipitation, alors que, hein, dans euh, la, l'ensemble persan-azéri, une grande partie était en dessous de 200 mm, donc ne pouvant pas cultiver sans irrigation, et monter jusqu'à 400. Ici, on est en général entre 1200 et 2000 mm.
Et avec ça se traduit aussi dans le paysage par une série, là, ces différentes bandes de différents tons de vert montrent des forêts d'arbres, de grands arbres, par exemple le hêtre oriental qui ressemble tout à fait à notre Fagus sylvatica, euh, mais avec quelques différences. Il y a celui qu'on appelle aussi l'orme de Sibérie, des sortes de hêtres et de chênes, etc. Hein, et végétation qui en même temps est étagée, hein, avec une forêt littorale et de basse terre, une autre forêt de moyenne montagne ouverte en même temps de clairières agricoles ou pastorales, et ce qui est d'un vert un peu plus tout en haut, là, c'est à ce moment-là l'étage supérieur où on arrive à des alpages, hein, et qui vont favoriser à ce moment-là des migrations pastorales. Oui. Alors, donc, c'est l'Iran caspien. Il est d'abord marqué par la forte densité de population que montrait la carte précédente, mais de la plaine, et avec une trilogie là, très caractéristique, les rizières, et on y voit aussi le rôle des femmes, hein, qui désherbent à 2 ou 3 fois enfin, elles repiquent d'abord et puis surtout pratiquent des désherbages dans la rizière. Ce riz, une fois récolté, les gerbes sont installées au séchage dans toute une série de granges qui sont les unes ainsi circulaires et plus ou moins coniques, d'autres au contraire allongées, mais toujours assez hautes et qui seront l'étape intermédiaire avant le battage et le décortiquage du riz. On montre, on voit aussi, vous voyez que là, il n'y avait pas besoin des jardins des souverains. Là, chaque maison est une maison à carcasse-bois, souvent à toit assez pentu, et les villages ont une espèce enfin, sont des sortes d'enclaves de bocage entre les rizières. Bocage où on trouve aussi eh bien, des magnaneries, hein, là, de paysans et leurs gamins, ils sont devant ce, ce bâtiment où on fait manger au ver à soie les feuilles des vergers de mûrier qui garnissent aussi une partie de cet espace. Et puis la troisième plante importante aussi, c'est le théier, ici à Zidé, dans la vallée, un peu à l'aval de Fouman, à l'avant de Fouman. Et là encore, on voit d'ailleurs que les femmes jouent un rôle tout à fait important, hein, dans cette agriculture. Et puis, on monte ensuite dans la montagne. Et donc, dans cet Iran caspien, c'est une carte qui, elle a fait partie du travail là, qui a uni à la fois un géographe et des ethnologues français, Christian Bromberger en même temps que moi-même, et euh, iranien Asrar Askari et Asrar Karimi, hein. Eh bien, c'était un programme de d'élaboration de cartes ethnographiques de l'Iran. Alors, Jean-Pierre Digard a travaillé, lui, sur les Barthiari, Bernard Urquhart sur l'Alborz central, et donc, Bromberger et moi, avec deux de nos amis du Centre Ethnologie Iran, dans cette région-là. Et à l'ouest, vous avez le secteur des Talesh, et à l'est, ici, les Gilaks, où vous avez les Gilaks de la basse plaine, et puis ceux qu'on appelle les Galesh, qui eux aussi ont des alpages plus étendus, mais peut-être moins densément occupés. Et du côté vous voyez, il y a une quarantaine de vallées là, successives, et euh, les Oui, voilà. Tahalèche montent en grande partie, hein. C'est plutôt une sorte de semi-nomadisme parce qu'ils ont beaucoup d'entre eux ont en même temps des rizières et tout ce qu'on a vu dans la plaine, mais ont en même temps, hein,
vont sur des alpages tels que ceux-ci, vous voyez, où on est à la limite de la forêt et de ces alpages avec des huttes ou des chalets hein, qui garnissent ces hauteurs. Bon, on va passer, il nous reste 20 minutes à peu près, hein. Ça correspond assez bien, merci. Parfait, parfait. Pour avoir Alors, des questions. Oui, dans cet Iran caspien, hein, ben, ce qui est intéressant aussi, c'est que les, euh, on a une diversité ethnique, mais qui se traduit par des relations interethniques. Par exemple, le, euh, le commerce est en partie hein, euh, traité par des Azéris, en particulier des colporteurs, hein. En bas à gauche, je montre un colporteur qui est là, on était sur un alpage. Alors certains apportent des produits variés aux estivants, d'autres ou parfois les mêmes. Il y a aussi ceux qu'on appelle les tchoubdars qui vont partir avec acheter du bétail et l'emmener vers des villes. Euh, Ça peut aussi se faire dans des bazars de montagne où on a à la fois des gens venant de l'intérieur, donc euh, des Azéris ou des Tats, et de l'autre côté des Talèches. Euh, Ici, sur un alpage Talèche, mais j'ai vu en activité deux artisans qui, eux, étaient des Tats, donc des gens de l'intérieur, hein, et qui sont des presseurs de feutres ambulants, hein, donc qui traitent sur place au moment de l'alpage où on pratique justement la tonte pardon, des, des moutons et des brebis. Et ils vont ainsi de tente en tente en préparant ces lames assez épaisses, hein, à 2 cm d'épaisseur à peu près, qui sont intéressantes parce qu'elles sont enfin, elles protègent de l'humidité Isolante, fréquente des alpages. isolante. Et puis, chose étrange, euh, les pêcheurs ne sont pas les gens de la côte, mais des Azéris, et en particulier hein, les pêcheries de caviar qui sont échelonnées. Il y en a une quinzaine du côté du Guilan, il y en a d'autres vers le Mazanderan. Celles du Guilan, eh bien, elles reçoivent en hiver les, il y a 2 saisons de pêche et la plus importante, elle est en hiver quand des paysans n'ont rien à faire hein, dans des villages de montagne situés entre Ardabil et Heroabad. Et une petite saison plus rapide, mais un peu avant la moisson aussi en été, hein. Et donc, ce sont eux, en général, qui peuplent les petites pêcheries. Oui. Bon, Alors, arrivons chez les grands nomades. Alors, une première carte, elle n'est pas très belle. Elle vient là d'un énorme bouquin que Richard Thaper et Jim Thompson ont consacré au peuple nomade d'Iran. Mais la suivante, celle-ci est plus claire, hein, et Eckhart Ehlers l'avait présenté. Vous avez en noir les positions d'hivernage et en gris les positions d'estivage des exact. différents groupes. Et on voit la prédominance essentielle, c'est d'un bout à l'autre du Zagros. Et puis, un petit peu, on a de l'autre côté, là, euh, en Azerbaïdjan, où ce sont essentiellement les Shahsavan, et puis vers la frontière turkmène, on a à la fois des nomades turkmènes et des nomades kurdes, ceux qui ont été déplacés hein, par les Abbassides dans cette région frontalière. Et de même, alors les Baloutches ont eux aussi, enfin, pratiquent aussi des migrations, mais ont, euh, la part des troupeaux dans leurs revenus et dans leur activité est moins forte que chez ces grands groupes, Bartiari, Si, si. Rashraï, etc. Oui.
Et voici justement ben, les migrations. Donc, c'est le temps, des temps essentiels vers le haut et vers le bas. Hein, ici, par exemple, à gauche, c'est un petit groupe de Bartiari qui passe un col en direction des alpages. Et un autre groupe, là, les Torkashvan, d'une tribu du Lorestan, s'achemine vers, au contraire, son pâturage d'hiver. Oui. Et à l'estivage, ben, on a une vie à ce moment-là hein, tout à fait euh, vigoureuse. Voilà par exemple au nord-ouest de l'Azerbaïdjan un alpage très peuplé hein, de Kurdes avec, vous voyez, vraiment des, Ah oui. des huttes très allongées. Vous Oui. avez une femme Shah savane préparant du pain devant sa tente. Et c'est une tente ronde hein, de type arlatche qui est très comparable aux yurts Lourd. d'une partie de l'Asie centrale. Euh, c'est pas très grand. Hein, quand, quand j'y ai dormi une fois, il y avait 50 centimètres qui séparaient la plante de mes pieds que la langue de deux petits veaux qui étaient enfermés dans une petite alvéole à l'intérieur de cette yourte. Les, euh, les brebis, évidemment, sont, et chèvres aussi, sont l'objet de la crête. Hein. On voit l'importance des troupeaux. Et malgré tout, même ces grands éleveurs nomades, mais pratiquent parfois Oui. aussi quelques cultures. Par exemple, une partie des Bartiari, eh bien, euh, font un- un labour en été, enfin à la fin de l'été, avant de quitter l'alpage, et où ils ensemencent et avec des céréales qui pousseront plus lentement hein, que celles des basses terres et qu'ils retrouveront, même si c'est marginal par rapport à leur troupeau, mais malgré tout, ça complète leur mode de vie. Oui. Alors, c'est ce qu'on vient de Alors, voir. ces grandes tribus nomades, elles ont joué un rôle politique hein, longtemps majeur. On pourra peut-être en rappeler, en, en discuter ensemble. Les chats savanes, évidemment, hein, ils auraient été mis en place par le souverain safavide Shah Abbas le Grand. Même certaines sources, pourtant, les mentionnent même plus anciennement. Plus tard, après la chute des Safavides, on a d'abord Nader Shah Afshar, donc d'une tribu de Fars, qui les repousse, puis Karim Khan de la tribu des Ans, ensuite Aram Mohamed Khan, qui est d'une tribu turkmène, lui, fonde la dynastie des Qajars, au début du XXe siècle dans la Perse Kadjar, mais Jean-Pierre Digard a montré combien les Bartiari exerçaient une très forte influence dans le pays, dans la royauté. Reza Shah Pahlavi, au contraire, a mené une politique hostile aux nomades avec des processus de sédentarisation forcée qui n'ont pas toujours été pérennes. Hein, et certains, ils ont repris leur migration. Et le nom de Bartiari, on le retrouve encore sous le règne de Mohamed Reza Shah par des personnalités tout à fait importantes. Sa seconde épouse, Soraya, hein, entre la princesse égyptienne Fawzia et la, la personne Farah. Teymour Bartiari, qui était chef de la Savak puis exilé, ou Shapur Bartiar, qui a été le dernier Premier ministre du Shah. Alors, et dernière rubrique, mais c'est le cas particulier des groupes transfrontaliers, et presque partout, hein, les frontières traversent des aires ethniques. Alors, du côté au nord, évidemment, là, il y a un État indépendant, l'Azerbaïdjan, mais qui maintenant compte moins d'azériphones que les Azéris de Turquie, hein, qui sont nombreux à la fois dans l'Azerbaïdjan et pas mal dans les villes aussi. Au contraire, c'est souvent un rapport inverse. Les Turkmènes de
de Gorganes sont un tout petit nombre par rapport aux Turkmènes du Turkménistan. Les Kurdes sont là aussi une minorité par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur la carte. Et il se trouve aussi que ces groupes frontaliers sont aussi sunnites et d'une certaine façon, donc, ce sont parmi ceux dont la somme d'identité est la plus éloignée des sédentaires, personophones, chiites, urbains ou paysans. Et ça se traduit aussi dans la façon dont les votes d'opposition sont souvent marqués dans le cadre de la République islamique. Par exemple, pas tous les Kurdes, mais ceux du nord-ouest, justement ceux qui sont sunnites, ou bien les Turkmènes, ou encore plus les Baloutches au sud-est. Zahedan apparaît vraiment comme une ville de dissidence baloutche. Alors, tout cela, j'ai montré le tableau différencié, mais est-ce que ce n'est pas en train de s'affaisser? Deux facteurs jouent. D'abord, l'urbanisation. En 1956, vous aviez 31% de la population dans les villes. En 2014, c'était 72,5%. Non, c'est plus. Donc, c'est un renversement d'équilibre. 13 millions dans le Grand Téhéran, Téhéran même à peu près 7-8 millions, et puis les villes satellites autour. 6 métropoles régionales qui ont plus d'1 million d'habitants, Mashhad, Ispahan, Shiraz, Tabriz, Kermanshah et Qom, et encore d'autres nombreux centres régionaux et un tissu de villes moyennes qui se sont aussi affirmés. Tout cela a favorisé, par exemple, le développement de l'enseignement supérieur. 4 000, en 2012, on comptait 4,5 millions à peu près d'étudiants et 60% de femmes, tout à fait important. Et ceci se traduit aussi, on le voit aussi dans la Turquie voisine, que l'urbanisation fait baisser le taux de fécondité. Les familles urbaines ont moins d'enfants et on a un vieillissement progressif de la population. Et enfin, last but not least, en même temps, autre facteur de généralisation, c'est la révolution islamique. Alors, au départ, la chute du Shah a été l'œuvre de groupes d'opposition multiples, mais aux côtés du clergé chiite qui sans doute avait su le mieux se mobiliser grâce au passage, entre autres, des cassettes audio dans les mosquées. Et une fois installé au pouvoir, l'ayatollah Khomeini a rapidement écarté, de manière diverse, y compris par l'élimination physique, les autres groupes d'opposition. Mais malgré tout, le pouvoir a été aidé d'une certaine façon par l'agression de Saddam Hussein contre l'Iran, qui à ce moment-là attisé la réaction nationaliste de la population, malgré le nombre énorme de victimes, et ça a aussi favorisé la montée de la deuxième armée, celle des gardiens de la Révolution, et aussi le sacrifice des Bassidj, des jeunes envoyés dans cette guerre très meurtrière. Il y a eu l'élection de présidents réformateurs à plusieurs fois, de Khatami en 1997 ou Rouhani en 2013, mais elle n'a pas pu enrayer la radicalisation du pouvoir religieux, et en particulier sur Khamenei, et qui s'est trouvé confronté à la révolte massive des femmes, entre autres à la suite du décès de Mahsa Amini, jeune femme kurde arrêtée par la police des mœurs de Téhéran pour un voile mal porté. Et je pense que beaucoup d'entre vous avaient suivi tous ces événements. Et là, on retrouve finalement un écho aux questions ethniques, car le slogan Femme, vie, liberté, je l'ai d'abord trouvé dans cet ouvrage, La femme, la vie, la liberté, œuvre de Leila Mustafa,
aidé par la journaliste Marine de Tilly. Cette personne a exercé les fonctions de maire de la ville de Raqqa après que les milices kurdes aient chassé l'État islamique, hein, donc à l'intérieur de la Syrie. Hein, et c'est en 2019, hein, et que à ce moment-là, donc des éléments de solidarité, hein, et ça peut parfois aussi entre Baloutchistan pakistanais, Baloutchistan iranien, etc. Donc, cet Iran, il est à la fois très divers, mais en même temps, il n'est pas imperméable. Il y a aussi des interrelations qui peuvent jouer. Voilà, et je serais heureux de répondre Alors, à vos interrogations si alors, oui, il moi y je en a voulais, sûrement. Oui, professeur, moi je avec voudrais, plaisir. Oui, alors attendez, je vais peut-être oui, fermer l'écran, je ne sais pas si oui. arrêter le partage, je ne sais pas si je peux faire quelque chose. Voilà, c'est mieux. Moi, je voulais vous demander, par rapport à cette mosaïque, bon, c'est un problème de temps, mais la diversité culturelle, elle joue aussi dans beaucoup d'autres aspects de la vie quotidienne. Est-ce que, je ne sais pas, vous avez des choses à nous dire sur les différences culturelles dans le monde de la cuisine, de l'alimentation, dans le monde vestimentaire, dans le monde de la musique? Parce qu'on a vu la langue, on a vu la religion, mais peut-être qu'à côté, il y a encore toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez, on a 7-8 minutes. Ah, est-ce que votre micro, Attendez, je le rallume, je le rallume. ah, Oui, ah, voilà, oui. L'alimentation, bien sûr, elle est liée en partie à la variété des systèmes de culture. Et par exemple, déjà, les Persans de l'intérieur voient les gens du Guilan comme des bouffeurs de têtes de poisson, hein, des choses comme ça, et d'activités donc qui ne leur viennent pas à l'idée. Hein. Bon, euh, certes, le riz, malgré tout, reste euh, fondamental partout, qu'il soit produit sur place ou au contraire euh, qu'il soit amené dans des régions qui ne peuvent pas, qui n'ont pas assez d'eau pour les cultiver. Mais il y a des recettes régionales, etc. Alors, il y a peut-être aussi une chose qu'on peut évoquer, c'est euh, les stéréotypes, la par façon exemple. dont des groupes se moquent d'autres. Et alors en particulier, il y a justement une sorte Oui. de contraste entre les esphawnis, hein, qui sont présentés comme des très rusés et éventuellement amenés à faire des blagues, des coups fourrés à d'autres, et en particulier à ceux alors que les gens de l'intérieur appellent les rashtis, c'est-à-dire en fait les gens en gros du Nord, et en particulier les Gilaks, mais même les Talèches ou les Mazandérani, vus de loin, c'est-à-dire de l'intérieur, on les met. Ça montre d'ailleurs déjà le fait que hein, dans la Perse, dans les persanes, la référence urbaine est très marquée, hein, et euh, les gens du Nord, on les rattache à ce moment-là automatiquement à la ville de Rasht. Aujourd'hui, elle a pris des proportions énormes, elle a une grande proportion des Gilani, mais au départ, ce n'était pas le cas. Et des gens vraiment qui ne mettaient pas souvent les pieds en ville, mais malgré tout étaient qualifiés de Rashti. Et il y avait toute une série. Alors, Christian Bromberger a vraiment fait un, comme un recueil des anecdotes Rashti, le Rashti étant entre autres marqué comme un individu un peu, enfin, un peu, voire très naïf, soit vis-à-vis de Grigou comme les gens d'Isfahan, mais soit aussi par rapport à la gente masculine, parce que hein, le rôle qu'elle joue
dans le travail, dans la production, hein, que ce soit le repiquage du riz, hein, que ce soit certains des travaux artisanaux aussi, hein, etc. Donc, elles sont réputées pour avoir plutôt un, un franc-parler, voire un comportement euh, olé olé par rapport à leur pauvre mari, hein. Très bien, très bien. Mais Dans la carte oui, actuelle de l'Iran, pour oui, synthétiser, parce que oui, tout est compliqué en Iran, c'est un grand oui, pays, donc on dit beaucoup de choses. Pour nos amis qui sont peut-être moins familiarisés oui, avec l'Iran, est-ce que vous pourriez, peut-être même d'une façon caricaturale, nous rappeler, en faisant la synthèse, oui. quels sont les 5, 6, 7 ou 8 grands ensembles que vous estimez culturellement très personnalisés, Oui. par exemple. Oh ben, oui, non, ça me paraît On reprend la carte et assez puis simple, c'est-à-dire que tout dépend. euh, la Perse centrale, elle a évidemment euh, comment, euh, les villes sont nombreuses. Chaque ville, elle a une certaine personnalité évidemment qui se reflète, mais malgré tout, il y a vraiment une grande communauté là des Persans de souche, hein, en quelque sorte, de complet, hein. Le, dans les Azéris, alors, sont d'un côté, bon, ils sont importants et en même temps, ils ont très tôt commencé, c'est ceux peut-être qui sont venus les premiers vers les grandes villes et dans Téhéran aussi, il y a beaucoup d'Azéris. Et du coup, ils sont peut-être, alors bien sûr, ils gardent leur langue turque en même temps que le persan, hein, euh, mais ceux qui viennent souvent viennent en même temps dans des positions sociales pas très élevées. Et d'ailleurs, moi, j'ai le souvenir au moment où nous résidions à Téhéran, déjà assez ancien, de 68-70, mais à la place là, Vahid, un tout petit peu au sud, enfin oui, un peu en dessous de là où nous habitions, sur la grande avenue qui descendait de Tajrish vers le bas, hein, eh bien, chaque matin, il y avait des groupes qui venaient s'embaucher euh, sur des chantiers. ah Et oui, au départ, c'était essentiellement des Azéris et euh, d'un côté les Kurdes, de l'autre côté les Baloutches, hein, sont venus en beaucoup plus grand nombre par la suite, hein, tandis que une partie des Azerbaïdjanais, des Azéris, ont pu s'embourgeoiser relativement, hein. voilà. Et ils ont Les été remplacés personnalités, par les oui, Afghans. Ils et ont par été les remplacés Afghans par aussi, les et par Afghans. les migrants afghans, effectivement. Ouais, Certains des Afghans étant d'ailleurs eux-mêmes, hein, parmi ces Afghans, certains sont des Baloutches, hein, donc, et, et, exact. Oui, on en voit beaucoup. oui, d'autres sont alors, euh, Des ceux Azéris, aussi qui parlent le des, persan, ceux qui parlent le persan dari aussi sont, ouais, euh, mais en plus, la des Arabes. majorité tout de même des Afghans, eux, sont sunnites. Oui, oui. Et Enfin, d'autres sont, il y en a quand même beaucoup qui viennent de ce monde du Grand Khorasan, la région d'Hérat, oui, bien où ils sûr, sont chiites, hein, oui. les Hazarates en Non, particulier, Les c'est Hazaras, mais ceux-là qui s'intègrent oui, le les mieux. Hazaras dont la situation dans l'Afghanistan d'aujourd'hui est difficile d'ailleurs, hein, de ce point Très, de vue. très, Et en très, tant que, très. oui, oui, Ils sont dans les persécutés. Hazarajat, effectivement. Ils sont Mais persécutés. euh, il y a effectivement d'ailleurs, le- comme- mais l'Iran, de ce point de vue, apparaît aussi comme un espace de passage, hein, vers, enfin, d'Afghans et qui, certains, bon, s'opposent en Iran, mais aussi vont plus loin. J'ai assisté il n'y a pas longtemps à la thèse, hein, d'un géographe turc là, à la Sorbonne qui avait vu ce qui se passait d'une part à Van, hein, la ville de Ah oui, l'est de la Turquie, tout près de la frontière iranienne et en pays kurde, hein, et puis à Istanbul même, et
et finalement comment on les retrouvait dans les 19e, 20e arrondissements de Paris, hein, au bout. Mais là, il y avait vraiment des filières là aussi qui se sont passées, hein, de départ. Mais il y a aussi sans doute, hein, euh, il y a aussi le problème des personnes euh, qui quittent l'Iran lui-même, hein, et avec là aussi des cheminements un peu hasardeux, euh, difficiles, etc. Ouais. Et qui, euh, malgré tout, le caractère montagneux, hein, euh, d'une partie des zones frontières favorise, mais au prix de fortes difficultés, mais favorise tout de même des passages, hein, et Exact. un certain nombre de films, y compris à tourner, euh, y compris en Iran, ont permis de mettre C'est vrai, en exergue ceci. c'est vrai. Est-ce Pardon, que à vous propos pensez, de choses oui, que, excusez-moi, mais je reviens sur une autre question que vous posiez, là, les éléments euh, d'identité, etc. Eh bien, le cinéma, hein, a pu faire une certaine pièce, montrer des éléments de diversité. Je pense par exemple à Basquiat Rostami, hein, qui est un homme du Nord, hein, de la région de Roudba, euh, qui est une petite ville sur le Séphi-de-Roud, juste dans la percée, qui traverse les montagnes en direction de la côte caspienne, hein, et qui a été secouée par un tremblement de terre. Et il a fait là une trilogie euh, de 3 films. Où est la maison de mon ami? Hein, c'est un gamin qui essaie de retrouver, reporter son cahier à un petit copain. À travers les oliviers, hein, c'est une noce dans un de ces villages. Et puis, et la vie continue, c'est la façon dont ces gens se remettent après comment, le oui, désastre. Un autre film aussi, alors, oui, que j'avais trouvé fort intéressant, c'était celui de Bachou, le petit étranger, hein, de Bahram Behzadi. C'est au moment de la guerre Iran-Irak, un petit réfugié du Khuzestan qui se retrouve dans un village Talesh de la plaine. Hein, je connais l'endroit, enfin, je vois où il était arrivé. Et évidemment, alors il apparaissait sorte de sang arabe un peu noiro, etc. Et il y a une paysanne qui le protège contre un peu la façon dont l'ambiance autour, mais qu'est-ce que c'est que ce petit-là, etc. Donc, les perceptions des groupes les uns contre les autres sont parfois importantes ouais. aussi. Je vais Oui, donner la parole oui, avec plaisir. à Monsieur le maire de Maison Lafitte, Monsieur Miard. Oui, Vous nous ravi. entendez? Vous Je pouvez vous entends rouvrir très votre bien micro et je pour vous poser la écoute. question. Voilà, je Oui, vous en je prie. vous écoute Bonjour. avec grand intérêt. Bonjour. Passionnant, passionnant exposé. Ma question est toute simple. On a Oui, vu la multiplicité des langues. Ma oui, question est donc, parce que en France, le français est la langue officielle et est parlée par tout le oui. monde, quelle est la langue vernaculaire qui, aujourd'hui, en Iran, prime et scelle l'unité nationale? Ah, mais malgré tout, c'est le persan, hein, malgré tout, hein, le Compris par tout le persan monde? d'abord. Oui, il est payé par beaucoup de monde, disons. En plus, alors, on peut remarquer que déjà, euh, au temps du Shah, il y avait une politique de développement rural avec les armées du savoir, les armées de l'hygiène et les armées du développement rural, mais qui faisait que des, euh, des jeunes diplômés étaient envoyés euh, pour favoriser l'enseignement, etc. Et ça Mais continue, hein? souvent, Ça oui, continue hein, aujourd'hui, c'est comme ça. et ça continue, non, ça continue, mais je dis, mais le point de départ était déjà à Oui, ce oui, moment-là, le chat, oui. et donc ils arrivaient, et alors simplement, c'était pas toujours très confortable pour eux au départ, ça dépend un peu du degré, hein, de la distance déjà linguistique, hein, entre là où ils arrivaient et le, le jeune, enfin, et la population, les gamins qui pouvaient se vivre sous cap, etc. Mais Les nomades. malgré tout, là, il y a tout de même une forte pression du persan, hein, sur et rare ceux qui ne, enfin,
je n'ai pas été très souvent dans les dernières années. J'étais plutôt en milieu urbain, donc je ne pouvais pas là me Oui, rendre vraiment en compte. Mais malgré tout, des gens partout. qui ne pigent pas le persan, il y en a moins qu'avant, hein, c'est tout de même. Il y a, mais en plus, il y a des habitudes de multilinguisme vraiment profond, hein. Dans mon secteur, là, Ouais. j'ai trouvé des gens qui arrivaient jusqu'à euh, pratiquer 5 langues, Ah hein. oui, ah oui. Le persan, le taleshi, le gilaki, le tati et le turc-azéri euh, et ça dépend de ce qu'on faisait, hein. Le commerçant qui allait vendre votre bétail, c'était un turc, et puis celui qui vous fait le tapis, là, c'est un tat, et puis etc., hein. Donc il y a un, j'oserais pas dire un melting pot, ça serait tout de même un peu exagéré, mais bien sûr, hein, les échanges interethniques sont marqués. Là, les gens aussi bougent facilement, hein, d'un endroit à un autre, y compris enfin, par des voyages en autocar qui sont longs et peu confortables, mais Oh. beaucoup de gens se sont tout de même, euh, enfin ça dépend où, hein, Non, mais aujourd'hui, enfin, vous savez, ça s'est oui, développé. Il y a oui, des bus oui, Macron oui, 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 VIP, oui, oui, 25 oui, places. oui, oui, Voilà, oui, c'est oui. très. Non, Bon, et puis je pense que sont la plus région, beaux. là, celle que je vous ai montrée du Nord-Ouest, hein, quand elle comportait 4 routes carrossables pour Ah oui, ça n'a remonter rien à voir. les 40 vallées, hein, Euh, mais déjà en 2015, quand j'ai pu m'y rendre une nouvelle fois, puisqu'il y avait justement une réunion dévouée à la culture talèche dans la petite ville de Rezvanchar, hein, et quelqu'un que j'avais vu des années avant m'a emmené chez lui à Ashpar, et puis au début de la route qui montait, et là, de nombreuses routes effectivement arrivaient, hein, mais on trouve il y très peu a de à ce pistes. moment-là, oui, On trouve très peu de pistes aujourd'hui, hein, très peu de oui, pistes. oui, Moi ah qui oui, fais beaucoup de terrain sur la campagne. oui, Mais oui, il faut qu'on arrête parce qu'on a dépassé notre temps. Merci, j'espère qu'on a mais je répondu vous en à prie, Monsieur le maire. oui, On aurait pu parler aussi de ces dimensions pour savoir aujourd'hui quelle était la vision. Est-ce que tout ça est en train de s'amenuire, de disparaître ou au contraire de se renforcer? Mais je vous invite pour le prochain GovTegu, après vous avoir souhaité un bon été à tous et à toutes, le 17 septembre, je recevrai un jeune cinéaste, ethnologue, ah, qui bien, va ben nous voilà, parler de la vie des nomades Bartiari. Vous voyez, on en a un peu évoqué certains ah aspects. oui, Il y très bien, aura des extraits de films sur la transhumance là, l'année dernière, en particulier de ces nomades Bartiari dans ces régions du sud-ouest de l'Iran. Et nous comprendrons aussi quel est aujourd'hui le sort de ces nomades qui oui, voient leur nombre se raccourcir de oui, mois en mois pour plein de raisons. Nous évoquerons ça le 17 septembre, mais ça sera, je dis bien, dans une atmosphère baignée de poésie, parce que les images qui ont été réalisées par ce jeune Omid Hachemi, eh bien, sont de toute beauté. Voilà, je vous invite à noter la date, 17 septembre. Je remercie le professeur Bazin qui va retourner à ses vignobles champenois oui, après avoir abandonné le riz et le coton oui. talèche. Et Je vous en prie, merci Chaesh beaucoup. Mikonam. Voilà, merci. Movazeb Rodet Bosch, et je dis à tout le monde donc à bientôt le 17 septembre. Et puis nous aurons rendez-vous donc avec un aspect de cette mosaïque, la vie des Bien, nomades, oui, une oui, des plus grandes tribus, la plus grande ah tribu, oui, les oui, la plus Bartiari, grande actuellement, oui, dont le oui, tout à fait. professeur a parlé durant Oui. cette heure qui nous a réunis. Merci à tous et à toutes. Merci, professeur. Et à la rentrée pour tout le monde. Merci. Et merci de votre attention à tous.